Alors je vais peut-être avoir des détails peut-être un peu ennuyants, mais c'est vraiment pour donner une image globale. Donc effectivement, en décembre dernier a eu lieu le procès, qu'on appelle le procès contre l'assassinat de Samuel Paty, qui était donc un professeur français. Qui a été tué, mais il a été exécuté, il a été décapité. Ça a été un crime ignoble le 16 octobre. Le 16 octobre 2020, donc le 16 octobre 2020, il y a eu l'assassinat du professeur Samuel Paty. Et comme j'ai dit, c'était un crime ignoble parce qu'il a été assassiné et il a été décapité. Et donc tout a basculé à ce moment-là. Et la situation, en fait, elle a été lue par l'ensemble des médias et malheureusement par la Cour aussi, au regard du crime et sans prendre en compte la réalité des personnes et des faits, en fait, et en particulier pour ce qui nous concerne nous, la réalité de ce qu'est Abdelhakim et de ce qu'il a fait. Donc concrètement, la description qui a été faite, elle est complète, hein. Peut-être elle sera aussi elle sera complétée par d'autres que moi, mais je vais plutôt donc parler des faits que de la personne. Ce qui s'est passé, c'est que Abdelhakim, en tant que militant en France, respectueux de la loi et s'inscrivant dans une réalité purement citoyenne, a toujours fait son mieux pour lutter pour le droit du peuple palestinien d'un côté et aussi pour les musulmans en France. Et donc il est intervenu dans ce cadre parce qu'il était question d'une discrimination. Concrètement, il y a eu un cours d'éducation civique où le professeur, donc le cours avait pour sujet la liberté d'expression, et il était question d'ailleurs des publications de Charlie qui sont liées donc aux publications des caricatures. Et le litige en réalité il portait beaucoup plus sur la discrimination, parce que lors de ce cours, le professeur, dans sa démarche pour lui, pour ne pas froisser les élèves, avait demandé aux musulmans de la classe de s'identifier, de lever la main et de sortir pour ne pas être froissé. Et donc c'est cette réalité-là, cette discrimination-là, qui a été le moteur de l'action d'Abdelhakim. Et même si donc il y a eu beaucoup de choses dites sur ce sujet, je ne peux pas rentrer vraiment dans tous les détails, mais par ailleurs, par exemple, que la fille avait menti parce qu'elle n'avait pas assisté au cours, mais la réalité de la discrimination existait. Et c'est ce qui réellement a motivé l'action d'Abdelhakim. Pourquoi c'est ce qui a motivé l'action d'Abdelhakim? Parce que ça constitue une discrimination, alors que ce qui est dit à profusion sur les caricatures, en réalité, Abdelhakim ne découvre pas en 2020 que les caricatures soient diffusées dans les cours de classe. Donc c'est pas du tout ni une nouveauté, ni quelque chose pour lequel il a agi. Donc il y a eu cette discrimination réelle qui a été d'ailleurs constatée par le référent de la laïcité au cours de la semaine avant le meurtre. C'est ce qui a mobilisé beaucoup de personnes, et il n'y avait pas du tout qu'Abdelhakim sur cette question. D'autres personnes, soit des personnes qui sont liées par l'établissement, des parents d'élèves, soit des personnes militantes, soit des citoyens musulmans qui voulaient aussi s'exprimer, ou des organisations, même des journalistes qui ont pris attache, que ce soit avec le père de famille ou avec l'établissement. Donc je dis ça parce que justement on a vite éclipsé toutes ces réalités pour ne se focaliser que sur Abdelhakim. Et bientôt, hein, c'est une forme, on a voulu zoomer sur un duo entre le père et Abdelhakim, et au point même où on a créé vraiment de manière artificielle d'abord ce duo, et plus encore une forme d'ascendant qu'aurait eu Abdelhakim alors qu'il n'a jamais connu ce père. Il a rencontré, donc je vais vous dire les faits incriminés et les faits réels, c'est que donc Abdelhakim, comme tout le monde, prend connaissance de ce qu'on va appeler la polémique. Il n'est pas à l'origine de cette polémique. Il prend juste connaissance parce que le père a lancé un appel général. Abdelhakim répond à cet appel, vérifie l'information et donc décide d'accompagner le père de famille à l'établissement. Donc il rencontre la direction et il le fait, Abdelhakim, en se présentant totalement, déclinant son identité et en se présentant pleinement. Donc il ne se dissimule pas, et donc il essaye de comprendre la situation, et à la fois
il y a une forme de contestation parce que il vient en défense d'une discrimination, mais à la fois il cherche aussi à vérifier les faits. Or, quand il va à l'établissement, bien que donc, la principale a vraiment fait de son mieux, la situation ne s'éclaire pas plus que ça. Mais il y a ce contact avec l'administration, il y aura d'ailleurs après ça un appel du rectorat, donc Abdelhakim vraiment, et d'ailleurs Abdelhakim a lui-même été pendant longtemps professeur et connaît bien le fonctionnement interne de l'administration, donc il est en attente de réponse des administrations. Donc sa démarche est purement citoyenne, on peut l'appeler militante, mais elle est militante mais profondément légale, et elle suit une logique en fait, donc il n'y a pas ni d'appel à la haine, ni de cible posée sur le professeur. D'ailleurs, Abdelhakim, ça n'est que le jour de l'assassinat, et particulièrement dans sa garde à vue, qui va apprendre le prénom et le nom du professeur. Abdelhakim n'a pas cherché à contester frontalement le professeur, ni à le combattre, et encore moins à le cibler. Il n'avait même pas son identité au moment des faits. Donc Abdelhakim s'est déplacé, et c'est à ce moment-là, au cours d'une courte matinée, qu'il va rencontrer le père. Ce sera la seule fois de sa vie où on va le connaître, donc ce qui est assez choquant, parce que plus tard au procès, on parlera d'un ascendant qui justifierait carrément une peine supérieure au père. Même si bon, les peines de toute manière sont discutables sur plein de points, mais ne serait-ce que ces réalités-là, elles interrogent. Donc Abdelhakim est parti accompagner le père en se présentant publiquement. Ensuite, il a tourné une vidéo. Il tourne une vidéo et on est au 8 octobre. La polémique a commencé le 5 octobre. Abdelhakim n'était pas à l'origine de cette polémique, elle existe déjà. Et Abdelhakim intervient à l'établissement le 8 octobre et ne va diffuser sa vidéo que le 12 octobre. Et dans cette vidéo, qui est donc encore une fois incriminée, ce qu'on va reprocher à Abdelhakim dans les faits matériels, ce serait donc cette venue à l'établissement et ensuite sa vidéo, sauf que sa vidéo, en fait, elle se fait en 3 parties. Un témoignage de la jeune fille qui raconte sa version des faits, une version qu'elle n'a jamais changée. Elle a eu cette version devant son père, devant les différents élèves, devant la principale, devant la police municipale d'abord, puis la police judiciaire, et même durant la garde à vue, et même durant des mois durant. Donc, et c'est bien après qu'on apprendra que c'était un mensonge, mais donc elle a tellement été jugée crédible que la police municipale a recueilli ses propos et l'a conseillé et a pris en considération ses propos pour accélérer la procédure de plainte. Donc Abdelhakim fait une vidéo où elle présente sa version. Ensuite, le père de famille, c'est un montage d'une vidéo que le père de famille avait fait qui réitérait quasiment les mêmes propos et qui appelait aussi à la mobilisation. Et enfin, une intervention d'Abdelhakim à la fin qui est beaucoup plus générale, et à nouveau Abdelhakim n'aura jamais divulgué l'information du professeur Paty, parce que comme je l'ai dit, d'abord il ne la connaissait pas et ce n'était pas du tout son objet, et parce qu'il ne s'est pas attaqué de manière personnelle au professeur. Bien au contraire, Abdelhakim a dézoomé cette réalité, la réalité de la polémique, en l'attachant à une polémique à une politique plus générale qu'Abdelhakim analysait à l'époque en critiquant directement le président français, en parlant donc d'une forme d'islamophobie d'État. Et donc il a beaucoup plus parlé de la politique que menait le président plutôt que du professeur. Et donc ce qui est assez étonnant, c'est que parmi les différents acteurs qui ont intervenu à l'époque, comme j'ai dit, donc la polémique a duré 10 jours avant le crime macabre. Pendant les 10 jours, il y a vraiment beaucoup d'acteurs, plus ou moins grands, vraiment, même des grandes mosquées qui ont diffusé l'appel du père. Il y a eu des radios en direct qui ont fait des lives avec lui. Et donc d'ailleurs, c'est à l'occasion de différentes communications en ligne que le tueur a pu trouver l'information. Mais Abdelhakim, qui n'avait pas du tout cette aura, a intervenu et ce n'était pas donc le seul acteur, mais c'était là un des acteurs les moins connus, les moins suivis, et qui n'avait pas du tout d'aura. Et donc, pourtant, en temps réel, il était, ça a été dit assez rapidement, Abdelhakim était
suivi par les autorités depuis 1982, et donc son intervention était connue des services à l'époque. Et en temps réel. C'est un des rares acteurs dans cette polémique qui a été, on va dire, contrôlé, dont l'action a été appréciée en temps réel, donc par les services de renseignement. Et les services de renseignement en temps réel sont sans appel, disent que l'intervention d'Abdel Hakim n'est pas menaçante. Il n'y a pas de menace venant d'Abdel Hakim. Et c'est une réalité qui aujourd'hui est totalement occultée et qui n'a pas pesé. Donc voilà les seules actions qu'a menées Abdel Hakim. Et ce qui est assez étonnant, c'est que, comme je l'ai dit, c'est un des seuls qui a été retenu dans ce procès, qui a été incriminé à tort. Et l'incrimination est encore plus injuste parce qu'on parle d'AMT. L'AMT, c'est l'association malfaiteur terroriste. C'est ce pourquoi on l'accuse. Sachant qu'au départ, quand il a été arrêté, et pendant tout le long de la procédure, pendant tout le long de l'enquête judiciaire, il a carrément été accusé de complicité d'assassinat terroriste. Et donc c'est totalement artificiel, mais scandaleux parce que Abdel Hakim n'a jamais eu aucun lien, ni direct, ni indirect, ni accidentel avec le tueur. Le tueur ne le connaît pas et Abdel Hakim ne connaît pas le tueur. Donc on parle d'association malfaiteur d'entreprises terroristes, alors qu'Abdel Hakim ne connaissait pas le tueur, donc ne pouvait pas connaître, a fortiori, le projet terroriste. Et donc on est, dès le départ, comme j'ai dit, donc on avait commencé par une accusation beaucoup plus choquante, qui est la complicité, et faute de preuves, parce que de toute manière il n'y a aucune preuve, sur lesquels s'appuie la juridiction qui l'a jugé, on est resté sur une association malfaiteur. Donc Abdel Hakim a été jugé dans un procès pour association malfaiteur, et cette association elle est liée avec le père de famille. Les deux sont jugés pour la même infraction. Donc l'AMT c'est assez, je vais un peu entrer dans les détails, mais c'est assez, on va dire, étonnant parce que c'est censé être ce qu'on appelle une infraction obstacle. Elle est censée justement faire obstacle à un crime. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de crime commis, mais il y aurait une forme de préparation. À nouveau, c'est totalement impossible parce que, comme je l'ai dit, Abdel Hakim n'a aucun lien, n'a aucune possibilité d'imaginer même le projet criminel. Donc déjà, dans l'esprit, c'était impossible de parler d'AMT. Et puis, dans les faits, la Cour a jugé et a condamné à 15 ans de prison pour AMT sur des fondements, comme j'ai dit, artificiels, mais même dans la motivation même du jugement, les fondements reposent sur des faits qui sont mensongers, réellement. Et c'est pourquoi aujourd'hui, depuis que nous avons appris cette condamnation, nous nous inquiétons et nous nous indignons parce qu'on ne comprend pas comment on a pu en arriver là. C'était déjà impossible qu'Abdel Hakim puisse être incriminé, mais être incriminé, accusé, jugé à ce point-là, de manière totalement artificielle et de manière infondée, c'est quelque chose qui aujourd'hui nous inquiète. Si on devait donc parler du procès lui-même, que ce soit le procès, mais donc au moment de l'assassinat, et jusqu'au procès, on a mis donc en perspective, je l'ai dit au départ, le duo, ce fameux duo, donc comme j'ai dit, créé artificiellement du père et d'Abdel Hakim, on l'a mis en perspective en occultant totalement toutes les autres réalités et les graves dérives, et je dirais même défaillances de certains autres acteurs. Et donc on les a mis on les a propulsés au devant de la scène alors qu'il n'y a pas matière dans la réalité factuelle et matérielle, il n'y a pas de réalité qui pourrait fonder le crime. On les a propulsés et alors que, à comparaison, donc par exemple des personnes poursuivies pour des faits de complicité n'ont eu, je dirais pas, c'est pas minime, mais n'ont eu qu'un an de plus qu'Abdel Hakim. Et d'autres qui ont par exemple eu des liens directs avec le tueur, qui ont partagé abondamment sa propagande, qui partagent réellement, et c'est étayé par l'enquête judiciaire, l'idéologie, n'ont pas fait un jour de prison. Des gens qui ont parlé avec le tueur, des gens qui l'ont harangué, qui ont insisté, qui ont incité à passer à l'acte, ces gens-là n'ont pas fait un jour de prison. Et Abdel Hakim, qui lui n'a jamais eu aucun lien, qui ne pouvait pas
qui ne pouvait pas imaginer un tel dénouement, comme d'ailleurs l'a suggéré encore une fois le rapport de l'Éducation nationale. Personne, au moment de la polémique, pouvait se douter que le dénouement serait aussi macabre. Donc Abdelhakim, lui, est condamné donc, à 15 ans de prison. Et quand on dit 15 ans de prison pour Abdelhakim, quelqu'un qui a 66 ans aujourd'hui, c'est en réalité la peine capitale. C'est une peine à vie qu'on lui inflige. Et donc c'est d'autant plus incompréhensible que scandaleux. Quand on veut aller plus loin, et on finira par se poser la question de dire mais pourquoi Abdelhakim, qu'est-ce qu'on lui reproche finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière si on dit qu'il n'y a pas de fait, si l'enquête judiciaire n'a pas été capable de donner des faits probants, pourquoi lui, pourquoi c'est lui qu'on a vu, c'est de lui qu'on a parlé, et c'est quelque chose qui est vraiment problématique. Donc on a notre petite idée évidemment, mais encore une fois on va parler simplement de l'enquête. L'enquête judiciaire pose des points, pose des allégations, mais ne les détaille jamais. On parle de quelqu'un qui est radicalisé, on parle de quelqu'un qui est intégriste, on parle au début, dès les départs, aux plus hautes sphères de l'État, on a parlé de l'islamiste numéro 1 en France. Qu'est-ce qu'on veut dire derrière? Parce qu'une fois qu'on a dit ça, on a besoin de preuves. Il était question d'une fiche S, on ne la connaît pas jusqu'à présent, elle n'a pas été versée au dossier. Il est question de radicalisme, Abdelhakim de toute sa vie n'a jamais été lié ni de près ni de loin à un quelconque groupuscule terroriste. Abdelhakim n'a jamais fait l'apologie de terroristes, Abdelhakim n'a jamais même consulté un site, ne serait-ce que par curiosité. Donc ça veut dire quoi être radical et être au point d'être dans une entreprise terroriste quand l'enquête judiciaire elle-même ne donne pas ces points-là. Il y a certaines personnes, parmi par exemple les témoins qu'on a opposés à Abdelhakim, qui sont par ailleurs tous des opposants politiques. Certains ont allégué de menaces, alors que par exemple ils bénéficient de protection policière rapprochée. Ces menaces-là, encore une fois, ne sont pas étayées. Il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de traces de toutes ces menaces-là. Et donc en réalité, à chaque fois, c'est un agrégat d'allégations qui n'ont pas de réalité. Donc on revient à se reposer la même question, pourquoi Abdelhakim? Et dans la motivation, on est assez choqué. Et d'ailleurs, ça a assez transpiré durant le procès. Souvent, le procureur disait « Vous savez bien qu'on ne vous reproche pas que des vidéos, donc on a envie de savoir quoi ?» Comme j'ai dit, puisque de toute manière, la vidéo n'était pas une incitation à la violence ni une incitation à la haine, ce seraient ses idées peut-être, ce serait ce qu'il est peut-être, puisque en fait, la motivation nous laisse avec une phrase en nous disant finalement Abdelhakim devait connaître le contexte et le risque que son intervention pouvait engendrer. Donc c'est assez, en plus d'être flou, c'est quand même scandaleux. Ça voudrait dire que si on défend certaines idées, si on combat certaines discriminations et que par ailleurs il y a d'autres personnes dont on connaît clairement et dont les services connaissaient clairement la radicalité, si ces personnes-là passent à l'acte, même s'il n'y a pas de lien, eh bien les personnes qui combattraient ces idées finissent par être elles-mêmes responsables. Et là on entre dans autre chose. Donc on maintient et on répète, Abdelhakim est totalement innocent de ce dont on l'accuse. Abdelhakim n'a aucun lien avec le terrorisme. Abdelhakim est indigné de cette accusation. Et Abdelhakim souhaite à nouveau prouver son innocence pourvu qu'on l'écoute, pourvu qu'on arrête d'être dans des fantasmes et dans des allégations et dans des choses qui ne sont pas fondées. On voudrait réellement que seuls les faits comptent et qu'on voit Abdelhakim pour ce qu'il est et pas pour ce qu'on croit qu'il est.